On va aborder Merci. déjà une première question. Selon vous, lorsque vous êtes devant un plateau repas, selon vous, quel est le principal levier de décarbonation de l'alimentation du secteur de la santé en France? Selon vous, le principal levier de décarbonation, c'est la végétalisation, la réduction du gaspillage alimentaire ou la réduction des plastiques alimentaires? Selon vous, je vous laisse réfléchir quelques petites secondes pour vous amener la réponse tout de suite. Donc voilà, le principal levier, ça va être les protéines animales. C'est-à-dire que sur le plateau repas, quand vous consommez, donc sur un repas bien sûr de viande et poissons, à peu près 60% des émissions de gaz à effet de serre d'un repas proviennent de la viande et du poisson. Tout simplement parce que pour produire de la viande et du poisson, on nécessite, une alimentation, des protéines, qui vont être consommées par ces animaux, et beaucoup de transport, donc vous voyez que l'impact, de l'alimentation, est non négligeable. Arrive en deuxième position, le gaspillage alimentaire, donc c'est pour ça que ça revient, très régulièrement. Dans nos structures, sanitaires et médico-sociales, le gaspillage alimentaire peut être de 20 à 40 sans aucune difficulté. Donc vous comprenez pourquoi, on demande de plus en plus de travailler sur ce gaspillage alimentaire pour, le réduire au maximum. Enfin, toujours, sur la décarbonation, de notre alimentation, la quantité des emballages, par repas, c'est-à-dire que pour, préparer un propre repas, bah, il faut des papiers, il faut du carton et cetera, et c'est à peu près 10 des émissions de gaz à effet de serre d'un seul repas. Donc, ce sont des données, que l'on peut trouver, sur, le rapport du Shift Project de 2023, mais également, le résultat, de l'ADEME, alors j'ai une petite coquille, c'est l'ADEME 2025, j'ai déjà un petit temps d'avance. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on entend par alimentation durable? Bah, la définition est simple, c'est l'ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, aujourd'hui et demain, dans le respect de l'environnement, en étant accessible économiquement pour, on va dire, une personne, mais également rémunératrice, hein, sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, dans nos établissements en sanitaire et en médico-social, il faut imaginer que c'est 42 de l'ensemble de la restauration collective. Ça, ce sont des données qui sont issues du rapport au Parlement, issues des données qui sont remplies par ma cantine. C'est pas loin dans nos structures sanitaires et médico-sociales, c'est pas loin de 1,5 milliard de repas qui sont distribués, par an. Donc vous comprenez que l'impact est non négligeable et qu'on a la main justement pour pouvoir, avancer. Aujourd'hui, vous avez 3 lois qui encadrent les usages de l'alimentation durable, qui sont la loi Egalim, la loi Climat et résilience et la loi AGEC. Quand on décortique ces lois, on peut s'appuyer sur 5 dimensions. La première dimension, la lutte contre le gaspillage, alimentaire, la valorisation des biodéchets, l'origine et la nature des ingrédients, la substitution des plastiques alimentaires et enfin la diversification des protéines. Donc vous voyez, on entend souvent, l'alimentation durable, c'est la loi Egalim, c'est 50 de produits durables, dont 20 de bio. Donc vous voyez que ce n'est pas que ça. On va le voir assez rapidement. Dans les prochains jours, l'Agence nationale d'appui à la performance dans lequel, je travaille, va sortir une plateforme, donc qu'on appelle, alimentation durable, comment nourrir votre stratégie. Heu, vous pouvez, retrouver en 4 étapes. Une, majorité des documents ont été co-rédigés avec, Maïwenn Noir qui est en ligne, j'ai vu ça, donc qui est, de la direction, générale de l'alimentation. Donc, sur la première étape, on vous donne la possibilité de remplir votre numéro de finesse et de vous auto-évaluer par rapport, on va dire, à travers un autodiagnostic, le score DD Point Alimentation. Vous avez pas loin de 13 questions réglementaires uniquement sur l'alimentation, 29 questions sur votre mode de fonctionnement sur l'alimentation durable et 21 indicateurs. Pour éviter de la réécriture, les indicateurs que vous aurez renseignés dans Score DD Alimentation
alimenteront, seront transmis, pardon, à ma cantine. Donc vous avez, à travers cet autodiagnostic, un plan d'action qui en découle, que vous pouvez télécharger en version Excel et donc modifier à votre convenance. En étape 2, c'est je crée un plan d'action, donc toujours sur cette plateforme qui va être mis en ligne très prochainement. Donc vous voyez, on va aborder les 5 thématiques, les 5 dimensions de l'alimentation durable. Vous y trouverez par exemple les recommandations de la Société française de nutrition clinique et métabolique avec par exemple ce condensé qui est beaucoup plus adapté, j'allais dire, à notre public, c'est-à-dire des adultes en établissement de santé avec une alimentation standard et thérapeutique. Vous y trouverez des fiches, comme par exemple, qu'est-ce qu'on appelle un produit durable et de qualité? Pour éviter que vous cherchiez l'information, on vous les a donc du coup, réécrites, du coup directement dans ce type de document. Vous y trouverez des astuces pour substituer les plastiques alimentaires. Quelles sont les matières qui sont autorisées? Donc par exemple, ce petit tableau qui précise que l'inox, le verre, la porcelaine et la céramique peuvent être des moyens des matières, hein, qui permettent de substituer. Et vous voyez à travers ce tableau de la Direction générale de l'alimentation, quels sont les avantages sur les coûts, les aptitudes, la casse et ainsi de suite. Vous trouverez toujours sur la plateforme alimentation durable, donc du coup, l'approvisionnement et les ressources. Donc, vous avez un QR code qui vous permet d'accéder à une fiche juridique qui a été rédigée donc du coup par la NAP et qui rappelle les grands domaines. On le connaît, 50 de produits de qualité durable, 20 de produits bio, mais est-ce qu'on sait que 60 total des achats de viande et poissons doivent être composés de produits durables? Ce chiffre étant valable pour le privé, 100 pour les hôpitaux publics. Donc vous voyez que c'est quand même pas rien. L'information, bien sûr, du public. Vous y trouverez également sur cette plateforme des bonnes pratiques. Donc, par exemple, on a un API qui est arrivé à 100 de bio, 100 de fait maison. Donc, on vous invitera du coup à lire, par exemple, cette fiche de bonnes pratiques. Sur la substitution des plastiques et les réemplois, je vais aller très vite puisque Corinne va aborder ce sujet. Mais si vous retrouvez donc à nouveau la fiche juridique, on vous invite du coup à retirer le plastique et à, on va dire, utiliser des contenants réutilisables, le verre, la céramique, l'inox, la porcelaine. On a un focus particulier sur les services de pédiatrie, d'obstétrique, de maternité, de protection maternelle et infantile, ainsi que les centres périnataux, sur lesquels comment dire, tous les plastiques pour la cuisson, le réchauffage et le service, ne sont plus autorisés dans nos services, sauf dérogation. Donc bien sûr, vous aurez bien sûr sur la plateforme une fiche qui précise quelles sont les dérogations. Donc de la même façon, vous trouvez une fiche de bonne pratique. Le CHU de Grenoble a fait le choix d'enlever, définitivement, le plastique, donc les barquettes à l'intérieur des selfs et cetera. Ils se sont bien sûr, équipés, de matériel de lavage, de plâtrerie ou de vaisselle plutôt. Donc vous voyez, vous avez un ratio d'investissement par rapport aux économies qui est un exemple d'un établissement, on va dire de grande taille, mais qui vous permet de voir, que cela, peut être intéressant financièrement. Sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, bien sûr, un rappel de la loi, on doit, comment dire? Réduire à la source, donc prévenir le gaspillage alimentaire. S'il reste, s'il y a des restes alimentaires, bien sûr, le don, la valorisation animale et enfin arrive uniquement en dernière position, le compostage ou la méthanisation. Donc, vous avez l'obligation, si vous avez plus de 3 000 repas, de de proposer une convention de don avec, une association d'aide alimentaire. Donc je vous invite du coup, à prendre conscience que, le gaspillage alimentaire, c'est un coût, économique très important. L'ADEME donne ce chiffre de 0,83 € par repas en moyenne de coût complet pour le gaspillage alimentaire. Les établissements que l'on a pu accompagner, sont arrivés sans aucune difficulté de réduire de 30 le gaspillage alimentaire dès la première année. Ils réduisent progressivement en troisième, quatrième année, cinquième année pour atteindre finalement sans aucune difficulté 50 du gaspillage alimentaire.
Donc, vous voyez que ce chiffre 0,83, on peut sans aucune difficulté le réduire. 30% de 0,83 multiplié par le nombre de repas que vous faites. Vous voyez que c'est un montant qui est non négligeable et qui pourrait potentiellement être réemployé sur l'achat de produits de qualité. Ce chiffre de l'ADEME de 0,83 dans le secteur sanitaire et médico-social est un chiffre beaucoup plus bas par rapport au secteur de restauration collective globale. Pourquoi? C'est simple, c'est que dans nos structures, on achète beaucoup moins de produits durables et de qualité, proportionnellement aux écoles, aux lycées, et cetera, où là, le chiffre est de 1,03, donc vous voyez, plus cher. Donc, d'où l'intérêt de travailler assez rapidement sur le gaspillage alimentaire. Donc, vous l'avez bien compris, on réduit le gaspillage, on donne aux animaux, hem, et uniquement en dernier, on va valoriser les biodéchets et les huiles alimentaires. Donc, la loi, elle réexplique quels sont les organismes, les associations pour lesquelles on peut donner. Donc, pour les associations animales, il faut se rapprocher du coup de la direction départementale en question. Et puis pour la valorisation des huiles, c'est pour tout établissement qui dépasse le seuil de 60 litres d'huiles alimentaires, contrairement aux biodéchets où dès que vous avez 1 gramme, je pousse un peu à l'extrême, mais dès que vous avez une petite quantité, vous avez l'obligation du coup de valoriser vos biodéchets. La loi précise que, si vous avez, on va dire un volume de biodéchets qui est produit, inférieur à 1 tonne par semaine, vous avez la possibilité d'installer un compost du coup sur site. Vous trouverez donc de la même façon sur la plateforme, de l'ANAP, une fiche sur le don aux associations d'aide alimentaire. On vous renvoie vers la convention qui est sur le site de Ma Cantine, un modèle type. Et vous avez également une affiche, une petite information sur le don aux zoos et aux refuges animaliers. Et par exemple, on a un établissement, donc le CH de Saint-Pons, de Thomières, qui donne, les restes alimentaires à une association de chasseurs. Et vous voyez l'économie qui est réalisée dans cet établissement, de moyenne taille. Enfin, donc une fiche qui définit quelles sont les méthodes de valorisation des biodéchets. Il n'en existe que 2, qui sont, le compost et la méthanisation. C'est uniquement ces 2 là. De la même façon, un autre exemple, sur le CH de Mont-de-Marsan, ils ont estimé à une économie de 51 000 €, avec, leur moyenne de 2 tonnes de biodéchets par semaine. Donc là, ils donnent, on va dire, les restes alimentaires à un ESAT qui le transforme en compost et qui s'en sert comme engrais pour cultiver leurs fruits et leurs légumes qu'ils revendent du coup à l'hôpital. Je voudrais faire un focus un petit peu particulier puisqu'on voit quelques dérapages dans nos établissements. Vous pouvez avoir sur vos structures des digesteurs ou des déshydrateurs. Cela vous permet de réduire de 80% le poids des déchets, c'est-à-dire ça enlève en gros la partie eau. Ça nécessite bien sûr de l'électricité, il peut y avoir un système de chauffage, de vapeur, bien sûr une maintenance. Pour autant, je souhaiterais vraiment vous alerter sur le fait que le produit, qui est, le résidu qui sort de ces digesteurs et de ces déshydrateurs, pardon, c'est toujours considéré comme un déchet. Vous avez certains commerciaux, qui précisent que ce produit peut être mis dans les espaces verts. Je vous alerte, cela est interdit. Le produit est toujours considéré comme un déchet et doit obligatoirement suivre soit, une filière de compostage, soit une filière de méthanisation. Le dernier point de vigilance, hein, c'est, vous n'avez pas le droit de, donner, aux poules, aux lapins, aux chevaux et cetera, c'est-à-dire des animaux, qui sont considérés comme des animaux de rente. Vous n'avez pas le droit de donner des déchets de table, des déchets de cuisine et de table. Vous pouvez donner à des refuges animaliers comme, les refuges de chiens, de chats, mais tout animal qui, on va dire toute famille d'animal qui est considérée, comme un animal, qui rentre dans l'alimentation, une poule, peut être mangée, quel que soit son propriétaire, que ce soit un élevage de poules ou une poule chez vous, vous n'avez pas le droit de donner, enfin quand je dis chez vous, dans les structures sanitaires médico-sociales à minima, vous n'avez pas le droit de donner de déchets, alimentaires.
En étape numéro 3, donc je fais, en ce qui concerne donc du coup la végétalisation, on va dire, des repas, la diversification des protéines. Donc pour rappel, lorsque vous avez un restaurant collectif qui propose plusieurs menus, par exemple un viande, un poisson, vous devez obligatoirement proposer, on va dire, un menu végétarien. Soit vous en rajoutez un, soit vous enlevez l'un des deux pour pouvoir mettre un menu végétarien. De la même façon, lorsque vous avez, plus de 200 couverts par jour, vous devez, établir, élaborer un plan, pluriannuel de diversification des sources de protéines, incluant bien sûr des protéines végétales. Nous avons fait une étude au sein de la NAP avec 17 établissements sanitaires, médico-sociaux, très gros établissements, petits, privés, publics. Sur les 17 établissements, on a mis à disposition, on va dire, des recettes végétariennes qui étaient élaborées avec des diététiciens et des nutritionnistes pour s'assurer de l'apport nutritionnel, protéines, glucides, lipides, calcium, et j'en passe. Et on a donné donc du coup des recettes fait maison et on a pu, établir avec ces 17 établissements une moyenne, je parle de matières premières uniquement, donc une économie d'1 € par repas. Donc la végétalisation ou la diversification, on va dire, des protéines à nutrition équivalente peut permettre d'être une source d'énergie, une source économique, j'allais dire, à hauteur de 1 € par repas. Le but étant, de ne pas, mon discours n'est pas que tout le monde doit être végétarien, je ne le suis pas moi-même, mais de dire: «Attention, on pourrait peut-être revoir certains de nos repas, un repas par exemple par semaine», ce qui permettrait du coup de faire une économie. Je vais finir donc, sur, vous présenter très rapidement l'étape 3 et l'étape 4. L'étape 3, c'est je fais des économies, donc comment vous pouvez récupérer des financements. On a une plateforme qui reprend, on va dire, l'ensemble des financements, en fonction des différents sujets. Et puis, on va vous renvoyer vers le site de Ma Cantine, hein, qui, renvoie vers des structures, d'aide, d'organisation, de formation, et cetera. Et enfin, et je terminerai là-dessus, j'ai pu, glisser tout au long de ma présentation, quelques, on va dire, bonnes pratiques, quelques expériences réalisées dans les différents établissements. Vous en avez pas loin d'une quarantaine que vous pourrez retrouver dans l'étape numéro 4. Merci beaucoup Nathalie. Alors je vois qu'il y a des questions, dans le chat. Je n'ai pas accès au canal, QR, donc je te laisserai regarder. Pour les questions qui sont dans le chat, la première c'est quand est-ce que seront mises en ligne, alors j'imagine que c'est l'outil que tu as présenté, Je pense. avec la voilà. Alors tout à fait. Donc ce matin, tout était prêt. Donc voilà, relecture, de ma part, donc tout est prêt, tous les documents sont bien, en pagination. Je croise les doigts pour que ça sorte, dans les prochains jours. Ensuite, y a-t-il une possibilité de plan d'action pour les établissements scolaires? Alors ça, c'est plus, peut-être Alors, Donald. alors tout à fait. Donc, l'ANAP, c'est l'Agence nationale d'appui à la performance, à destination des établissements sanitaires et médico-sociaux. Pour autant, ça reste de la restauration collective, hein, et nos outils sont disponibles gratuitement sur notre site internet. Donc vous pouvez bien sûr, retrouver, et télécharger, les utiliser. Il se peut qu'il y ait quelques petites variantes, donc je vous invite, peut-être à vous rapprocher, peut-être de Ma Cantine, si éventuellement il y a des petits ajustements. Une autre question, pouvez-vous détailler le cas où les biodéchets sont donnés à une association de chasseurs? Comment utilisent-ils ces déchets? Merci. Alors, donc bien sûr, si vous aurez la possibilité de retrouver, enfin, vous pouvez dès à présent retrouver les bonnes pratiques. Donc les 40 bonnes pratiques sur l'alimentation durable sont déjà en ligne. Sur le site de l'ANAP, vous avez pardon, bouton sur, un petit onglet, complètement en haut qui s'appelle «Bonnes pratiques». Vous avez donc du coup, la possibilité de le télécharger. En ce qui concerne cet établissement, ils ont mis en place, du coup, un passage, par, des personnes, enfin par des chasseurs de cette association. Ils viennent 3 fois par semaine, c'est eux qui nettoient les seaux, et cetera, et bien sûr la chaîne du froid est conservée. Donc il y a une convention qui est établie, et bien sûr cette association de chasseurs, fait partie de, la direction départementale, j'ai oublié l'acronyme, excusez-moi.
Existe-t-il un plan d'action pour le portage de repas à domicile? Pas spécifique. Non, on y réfléchit. Merci pour votre remarque, on va y travailler. Est-ce que le produit de dissécation des biodéchets doit être obligatoirement composté et dans ce cas, est-ce qu'il peut être utilisé pour l'agriculture biologique? Alors je pense que la question porte, sur, le résidu d'un déshydrateur, je suppose? Si c'est le cas, enfin déshydrateur ou enzymateur, et cetera, c'est toujours considéré bien sûr comme un déchet et il doit obligatoirement suivre soit, une étape de méthanisation, soit une étape de compostage. Heu ça devient, on va dire le compost, ou la méthanisation, il y a on va dire un engrais. L'avantage, c'est que ça évite d'utiliser des engrais azotés, donc c'est mieux pour la planète, c'est une dégradation, on va dire naturelle et dans la méthanisation, il y a, on va dire, engrais et du biogaz qui peut être utilisé pour les transports, entre autres. Le chauffage Merci également. beaucoup, merci Nathalie. Merci pour toutes ces explications et pour cette présentation. Donc, oui, on vous transmettra les supports et un replay, du webinaire sera également, transmis. Je vous propose à présent de partir au cœur du centre hospitalier de Mende avec David Morelière, directeur du GIP Cuisine Centrale de Mende, qui va nous apporter son éclairage, terrain sur la transformation des pratiques alimentaires au sein des établissements, en mettant en avant des exemples concrets, des réussites et aussi, les défis qu'il a pu rencontrer dans cet hôpital. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. Oui, c'est bon, merci. Donc je vais vous présenter, ce qui s'est passé ici sur Mende. Tout d'abord, je voulais vous présenter le GIP Cuisine Centrale. Donc on est une petite cuisine, on fait 300 000 repas par an. On a 13 points de livraison et on vient de réinternaliser la cuisine, il y a 2 ans, après 25 ans de gestion concédée et on a plusieurs typologies de convives, de l'hôpital, de l'EHPAD, centre de loisirs, école et crèche. Alors, c'est pas grave, je vais du coup faire une présentation un petit peu du coup rapide donc du GIP de Mende. Donc, vous voyez 13 points de livraison donc sur Mende, dans Lozère et ses alentours. Donc, David va nous parler on va dire, de sa cuisine. Bien sûr, il alimente l'hôpital de Lozère, donc de Mende, mais également des EHPAD, des écoles, etc. Donc, voilà. Au niveau donc du coup du sommaire, hop, pardon. David a fait le choix de excusez-moi, je vais y arriver. Voilà, de faire un découpage, également en 5 dimensions. La lutte contre le gaspillage alimentaire, la valorisation donc des biodéchets et des huiles alimentaires usagées, l'approvisionnement responsable avec l'origine et la qualité des ingrédients, la réduction des plastiques alimentaires et la promotion donc du coup du réemploi. Et enfin, l'offre, végétarienne avec la diversification des protéines. Est-ce que David Vous est m'entendez, revenu? Maëlle? Est-ce que je suis revenu ou pas? Oui, tout à fait, Oui, c'est bon. tu es Je viens revenu. juste de présenter le Parfait, sommaire et je j'ai passe, je te entendu. laisse. D'accord. Merci beaucoup. Donc sur la slide suivante, c'est sur on va parler du gaspillage alimentaire. Donc chez nous, on a commencé par un audit du gaspillage alimentaire. On le fait quotidiennement au niveau du self et on le fait, de façon annuelle sur les autres services. On a pris le niveau 3 de l'ADEME pour ceux qui connaissent. Le niveau 1, on pèse juste, c'est les retours assiettes et les retours plateaux, les retours, des bacs gastro. Donc ça, c'est ce qu'on fait au quotidien sur le self et pour le niveau 3, on détaille tout, les entrées, les plats, le fromage, le dessert et cetera et cetera. Ensuite, on a fait un audit, au pied du patient sur le MCO, donc sur l'hôpital, pour mieux comprendre le gaspillage alimentaire. Ce qui remontait, à l'époque, dans les clans, c'était parce que c'était pas assez salé, parce que c'était pas bien présenté, enfin pour plein de raisons que l'on connaît. Après avoir fait ça, on s'est rendu compte que majoritairement, c'était parce il y en avait trop dans l'assiette. On gaspillait parce qu'il y avait trop des portions, de trop grosses portions dans l'assiette. Donc ça nous a permis de travailler sur le grammage différencié, et d'adapter les grammages en fonction des préparations, des services et cetera, avec le service diététique et le clan. Et on a adapté aussi des menus personnalisés aux préférences des patients, des résidents, ce qui a permis d'améliorer la satisfaction et favoriser une meilleure alimentation. Pour cela, je le dis toujours, mais les formations sont indispensables. On a dispensé des formations pour tout le monde, tant pour le personnel, au niveau du service à l'assiette, pour les recettes végétariennes
les cuissons basse température. On a fait aussi des formations sur le gaspillage alimentaire, comment le travailler, trouver des plans d'action, etc. Ensuite, on a mis en place des logiciels de production pour l'ensemble du GHT afin de se partager les recettes qui fonctionnent. Ça a permis un meilleur suivi des stocks, des alertes sur les DLC, meilleur suivi du marché. Vraiment par rapport au partage des recettes, c'est qu'on passe beaucoup de temps dessus et je trouvais qu'on perdait du temps pour réinventer des recettes qui fonctionnaient ou pas. Donc les cuisiniers perdaient du temps. Donc là, aujourd'hui, on se partage les recettes. En 2024, donc 1 an après l'ouverture du GIP, on a tout refait au niveau du self pour mettre en place toutes les actions qu'on pensait qui pourraient fonctionner. Donc on a mis en place tout ce que vous voyez, des réservations de repas pour les formations, un planning des semaines de stage. Un truc dont le directeur de l'hôpital a souhaité, c'est à la fin du service, le self ferme à 13h30. À 13h30, les étudiants viennent se servir et peuvent manger gratuitement avec tout ce qui reste sur le self. On a travaillé donc bien sûr sur l'esthétique. On a fait une nouvelle ligne de self et on a mis en place un libre service des légumes et féculents à volonté. Beaucoup de personnes pensaient qu'on allait gaspiller énormément. Au final, on le verra sur la slide suivante, mais on a fait de belles réductions de gaspillage. Sur le diagnostic du gaspillage alimentaire, pour finir sur le self, on a divisé par 3 en 2 ans pour le self. On était à plus de 180 grammes à l'époque et aujourd'hui on est à 63 grammes tout confondu. Si on parle uniquement des retours plateaux, on est à 25 grammes par personne. Donc c'est sur le sel qu'on a pu mettre en place tous nos plans d'action. Voilà. Sur le reste, on a réduit, mais c'est pas aussi significatif. Sur la valorisation des biodéchets et des huiles alimentaires, nous avons travaillé donc bien sûr sur la valorisation. Aujourd'hui, il y a la communauté de communes qui est en train de mettre en place un biodigesteur, un composteur en andin. Donc c'est en train d'être développé, c'est en train d'être testé sur la ville et on y viendra un peu plus tard, nous. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop développé là-dessus. Par contre, sur ce qui est des huiles végétales, la slide d'après, s'il te plaît. Là-dessus, on y a travaillé. Donc on a acheté déjà un testeur électronique qui nous a permis de diviser par 4 notre consommation d'huile de friture. Avant, ils avaient un tableau et toutes les 15 jours à peine, ils changeaient les huiles. On les a utilisées ou pas, c'était comme ça. Donc on a mis ça en place, on a réduit et ensuite sur les huiles alimentaires usagées, aujourd'hui on travaille avec, alors je sais pas si on a le droit de dire, hein, avec qui on travaille, mais en tout cas on travaille avec quelqu'un qui récupère nos huiles, qui les valorise et c'est gratuit. Donc ça, c'était intéressant pour nous aussi de pouvoir faire ça. Sur l'approvisionnement responsable, donc ce que disait tout à l'heure, pas Maïwenn, pardon, excusez-moi, Nathalie, sur les filières bio et les filières locales, on a beaucoup travaillé dessus. Pour nous, c'était important de valoriser le bio, de travailler avec les personnes qui font du bio ici. Donc on a travaillé là-dessus pour aussi améliorer sur la qualité des produits. Slide d'après, s'il te plaît. Donc pour vous donner vraiment des actions concrètes, avant la réinternalisation, on était à 3 de bio et 9 de produits durables et de qualité. Aujourd'hui, en 2023, on est à 17 et 25 2024, 21 et 26 et dans 15 jours, 3 semaines, on saura à peu près où on en est pour 2025. Ça a été un gros travail. Il a fallu qu'on rencontre la chambre d'agriculture du département avec nos souhaits, avec ce qu'ils étaient capables de produire pour eux, ce qu'on pouvait développer comme filière, les choses que l'on ne connaissait pas. Voilà, c'était une belle rencontre. On a fait ça 2 fois l'année dernière. Pour nous, il était important de travailler sur la loi AGEC, la loi climat et résilience et la loi Egalim pour valoriser tout ça. On fait aussi l'achat de bêtes sur pied et on a mis en place, ça c'est grâce au président du département, on a mis en place l'achat de gibier territoire. Il est prélevé en Lozère, abattu, parce qu'on a un abattoir qui s'occupe des gibiers en Lozère. On a un établissement qui découpe aussi en Lozère, donc tout reste sur le territoire et c'est quelque chose que l'on fait pour tout le monde par les crèches. Parce que chez nous, tout le monde a le même menu. Sauf quand vous avez des têtes de veau, du foie de veau, choses comme ça. Mais sinon, tout le monde a le même menu. Donc même le gibier, ça fonctionne sur les écoles, sur les EHPAD. Pourquoi on a voulu ça, de faire un seul et même menu? C'était pour pouvoir être plus productif au sein de l'équipe, d'avoir qu'un seul menu
être au niveau des, comment ça s'appelle, de ce qu'on doit donner, ce que l'on doit garder pour le DDE TSPP. Ce sont les prélèvements obligatoires de 100 grammes. Le fait d'avoir fait ça, on a économisé plus de 20 000 € chez nous, de faire un menu simple et unique. Slide suivante, s'il te plaît. Donc sur les réductions des plastiques, on n'a pas fait grand-chose, si ce n'est qu'on est passé tout en bac gastro. Aujourd'hui, il nous reste un office à livrer. Sinon, tous les autres sont en bac gastro. On a mis du temps à trouver sur un bac gastro hermétique pour le transport, parce qu'on fait de la liaison chaude et de la liaison froide. Sur la liaison froide, c'était facile, mais sur la liaison chaude, on avait eu quelques soucis. Et tout le centre hospitalier est en vaisselle. Donc ça aussi, ça a un coût. Mais aujourd'hui, avec du recul, on se rend compte qu'on a fait des économies grâce à ça aussi. Parce qu'on compare souvent juste le bac gastro avec une barquette plastique, mais il y a tout ce qui est derrière. Donc on a fait un calcul plus large pour voir ce que ça nous coûtait réellement. Et au final, aujourd'hui, on est quand même bien plus économe. Slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, comme je disais, on a supprimé les barquettes plastiques, on a remplacé par des bacs gastro, on a de la vaisselle sur tous les services. Et ce qu'on a mis en place depuis peu, on donne ou on échange du matériel avec les autres collègues du GHT. On avait des essoreuses, on avait une en trop qui fonctionnait, qu'on n'utilisait pas, on l'a passé à quelqu'un d'autre. Des bacs gastro qu'on a en trop, on les échange. Des plonges, des tables inox, voilà. On fait ça pour éviter de racheter du neuf. Sur l'offre végétarienne, alors là, je vais rejoindre Nathalie sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est très important de faire du végétarien. On est un département où on consomme beaucoup de viande. On est un département de la Lozère où il y a beaucoup d'élevage bovin, ovin. Donc, c'est pas un sujet. Par contre, si on regarde vraiment ce que consommaient nos anciens et qu'on discute avec eux, le soir, ils mangeaient pas forcément de la viande. Ils ont beaucoup de plats, comment dire, végétariens, mais qui s'appelaient pas végétariens à l'époque, hein, pour ceux qui sont par là. Vous avez les farceaux, vous avez la ligo, vous avez les truffades, vous avez plein d'autres choses. Sont des plats végétariens et qui ne s'appelaient pas comme ça. Donc on le met aujourd'hui. On fait 2 fois par semaine un menu végétarien. Une omelette, c'est un menu végétarien. Donc il faut quand même le savoir, parce qu'il y en a qui ne le savent pas non plus. Donc pour revenir sur ce qu'elle disait sur les économies qu'on peut faire, oui et non, ça dépend ce que l'on utilise comme produit. Si vous faites du fait maison, c'est sûr que ça vous coûtera beaucoup moins cher que des plats tout prêts comme les galettes, je sais plus comment elles s'appellent, mais bon, il y a des galettes qui sont toutes prêtes, qui coûtent très cher, qui sont très bonnes, pas de souci, mais qui sont très chères. Donc si derrière il y a aussi une question d'économie, il faut réduire, il faut travailler sur le fait maison. Slide suivante, s'il te plaît. Donc chez nous, on fait 2 plats végétariens par semaine. On a formé les équipes parce que pour ça, c'est très important. On a fait des essais au self avec une demande si ça fonctionne, si ça plaît, etc. On a fait intervenir un ancien candidat de Top Chef pendant 2 jours pour valoriser les repas végétariens. Il a mis ça en place. On a fait des dégustations, etc. Donc ensuite, comme je disais tout à l'heure, il faut mettre en avant les plats traditionnels et régionaux qui sont naturellement végétariens. Vous allez dans les EHPAD, vous allez discuter avec les anciens, vous leur demandez ce qu'ils consomment et ils vous donneront même volontiers des recettes qui sont très, très, très bonnes. Donc on a mis ça aussi en place. Donc pour conclure, alors comme je le disais au début, on n'est pas un très gros établissement, on est un petit établissement, donc c'était peut-être plus facile pour nous de mettre tout ça en place en moins de 2 ans. Par contre, pour les convives, on a une augmentation de la satisfaction et une baisse du gaspillage alimentaire. Sur les initiatives concrètes, on a fait des économies réelles chez nous et derrière, on l'a à chaque fois réutilisé pour acheter dans les produits durables. Surtout en fin d'année, par exemple, là, on vient d'acheter du miel directement pour faire des pains d'épices maison, etc. On regarde ce qui nous reste et on achète, on réutilise tout. Et donc, l'impact environnemental, par la démarche durable qui favorise la réduction, ce qui est important, c'est que si vous travaillez différemment, vous avez une vraie diminution sur la consommation des fluides. Et ça, c'est nous, vu qu'on fait un audit, un prélèvement tous les mois de notre consommation d'électricité et notre consommation d'eau, on se rend compte de l'impact que cela a d'avoir fait ça. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je pouvais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, David. Donc, oui, il y a des questions. Alors, comment adapter les grammages en respectant le GE-MRC?
Alors sur ça, je m'y attendais, mais je crois que si je me souviens bien, c'est Corinne qui va en parler après, qui sera plus à même que moi d'en parler. Mais aujourd'hui, en tout cas, nous, ici, on a retravaillé sur le GMRCN, où sur certaines fourchettes, il y a des fourchettes hautes, où ça, on l'a supprimé, on a mis la fourchette basse, dès qu'il y avait la possibilité. Et sur certains produits, on a discuté avec les diététiciennes et le clan, il y a des choses qui, de toute façon, vont à la poubelle. Donc, plutôt que mettre 80 grammes sur un produit, si on n'en met que 60, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, on a un calcul qui permet de savoir si on est bon ou pas, grâce au logiciel, savoir si on est bon ou pas sur une journée. Est-ce que le menu végétarien est obligatoire en EHPAD? Voilà, je pense que Nathalie va répondre sur Oui. est-ce que c'est obligatoire ou pas. Je vais prendre la main. Donc, menu végétarien, il vous suffit, on va dire, vous avez la possibilité de vous connecter sur le site de la NAP et de regarder les fiches juridiques. Donc, un menu végétarien, ce qu'il faut voir, c'est si vous avez plusieurs choix, enfin un choix multiple, vous avez l'obligation de proposer un choix végétarien, de proposer. Donc, soit vous rajoutez un menu végétarien en plus des 2, 3 offres que vous avez, soit vous remplacez l'un par un menu végétarien. Mais en tout cas, chez nous, on fait des menus végétariens sans se poser la question si c'est obligatoire ou pas. Au niveau apport protéique, si je dis pas de bêtises, la diététicienne calcule pour vérifier que tout va bien, etc. Donc on a une diététicienne sur le GIP qui surveille tous nos menus, nos recettes, pour travailler là-dessus. Pas que ça, mais en partie oui. Pour les établissements faisant appel à un prestataire externe, quelle marge de manœuvre pouvons-nous avoir? Y a-t-il des établissements qui sont dans notre cas? Alors nous, Alors, on y était avant. oui, vas-y. On y était avant et donc effectivement, ce qui est compliqué, c'est qu'une fois que le marché est lancé et qu'on a oublié d'être chose, il faut attendre le prochain marché ou essayer de négocier un avenant. C'est pour ça que, vu que ça fonctionnait pas, nous, on a réinternalisé. Donc après, je sais pas comment ça marche ailleurs. Donc oui, pour Nathalie? compléter, il faut absolument que dans votre clause, donc pareil, il va y avoir un clausier qui va sortir sur le site de la NAP qui vous invite du coup à établir par exemple sur le gaspillage alimentaire, de faire une fois par an, on va dire une évaluation du gaspillage alimentaire et de façon bipartite, bien sûr. Voilà, on va sortir dans les prochains jours un closier justement sur quelles sont vos marges de manœuvre, comment on peut négocier le prix. Euh, Vous pouvez vous baser sur des données, c'est-à-dire le 1 euro par repas, en gros, hein, en menu végétarien. C'est 1 euro, vous indiquez, on va dire, au prestataire on va dire, d'acheter plus de produits bio et de qualité. Donc pour lui, il n'a pas de perte, ça reste le même montant, mais c'est simplement du coup transformé sur d'autres aliments de qualité. Euh, donc voilà. Et je prends une dernière question avant de passer à l'intervenant suivant. Quel est l'impact au global de cette démarche sur le coût du repas? Alors nous, donc depuis qu'on a ouvert le GIP, on avait mis les tarifs qui étaient actuels avant, pour refacturer tout. L'avantage d'avoir c'est pour ça que j'avais dit qu'on avait réinternalisé, parce qu'on a fait table rase du passé, on a tout repris, tout et donc on peut se rendre compte aujourd'hui, c'est la 2e année, on va finir cette année aussi en positif, donc ça va faire presque 3 ans qu'on fait baisser le coût du repas. Donc sur le coût que l'on refacture à l'hôpital, aux écoles, et cetera, on le baisse depuis 2 ans et on va le rebaisser encore cette année alors qu'on augmente au niveau des parts, de bio, de produits, de saison, de qualité, locaux, et cetera. Donc c'est faisable. Merci beaucoup, David. Alors De maintenant, rien. je vous propose d'aller explorer le lien entre santé humaine et environnementale au travers de l'approche One Health proposée par Corinne Méry, qui est éco-diététicienne nutritionniste et membre de l'association Santé Environnement France, qui est une association qui regroupe un consortium de professionnels de santé. À toi, Corinne. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, très bien. Vous voyez ma présentation? Oui, Oui. très bien. Alors, je vais commencer ma présentation. Donc je vais essayer de mettre en lien voilà, les relations qui existent et que vous connaissez probablement déjà pas mal entre les questions d'environnement et les questions de nutrition et donc de santé.
Donc, en démarrant par un premier constat, donc, concernant des fardeaux sanitaires et environnementaux que l'on retrouve en parallèle, notamment au sein d'un rapport international d'experts qui s'appelle le Global Nutrition Report, que certains connaissent peut-être, qui nous démontrait donc en 2018 l'évolution voilà, de l'impact et sur la santé et donc de l'augmentation des décès prématurés en lien avec la nutrition et le fait qu'il y avait une décorrélation entre les objectifs de santé globale et les pratiques à cette époque et qui a donc perduré depuis. Donc on voit sur ce premier graphique, voilà le pourcentage des morts prématurées attribués à des risques nutritionnels et on voit que parmi les régions du monde, donc avec un focus sur l'Europe que j'ai fait ici, où on a des régimes alimentaires qui donc représentent peu de consommation de fruits, de céréales complètes, de légumes secs, de noix et de graines. Et qui en parallèle sont aussi des régimes qui représentent des consommations importantes de viande transformée, de viande rouge et également de boissons sucrées, eh bien on a en parallèle une prévalence des troubles nutritionnels, des troubles métaboliques caractérisés par exemple par l'obésité et le diabète de type 2. Et donc en parallèle sur le graphique de droite, vous pouvez mettre en relation l'impact environnemental de la production de notre nourriture et donc l'impact notamment par exemple sur les émissions de gaz à effet de serre qu'on voit sur le graphique sur la gauche, représentées par les familles d'aliments d'origine animale comme les viandes rouges et y compris le porc et également la volaille, mais le poisson et les produits laitiers. Et on voit qu'effectivement, c'est un impact environnemental majeur dans la production de nos aliments. Donc l'empreinte carbone de l'alimentation, elle est très forte. Donc c'est un levier maximal pour optimiser la santé humaine et la durabilité de notre environnement. Mais nos systèmes agroalimentaires aujourd'hui menacent à la fois cette santé et la stabilité de notre planète. Donc comme on vous l'a dit plus tôt, les émissions de gaz à effet de serre sont représentées pour 22% en France par le secteur de l'alimentation, de la production alimentaire. Et parmi ces 22% en question, on a un échantillonnage des différents postes concernés et notamment donc l'agriculture, c'est le poste le plus important qui est le poste direct, mais indirectement forcément retentit sur l'ensemble des autres postes. Et en ce qui concerne les repas hors domicile, donc dans lesquels on peut inclure la restauration en secteur sanitaire hospitalier, on est à environ une représentation de 12%. Donc l'alimentation durable, je vais pas trop vous réexpliquer parce que ça a déjà été dit plus tôt. Donc ça revêt principalement pour resituer 4 grands aspects. Donc l'alimentation durable, elle doit refléter 4 grands principes: la nutrition, la santé, donc avoir une offre qui est nutritionnellement adéquate, saine et sûre. L'autre principe majeur, c'est l'environnement. Donc, il faut que la production de notre alimentation puisse être protectrice et respectueuse des écosystèmes. Il faut que sur le plan socio-culturel, on puisse avoir une acceptabilité également. Et sur le plan socio-économique, on ait une viabilité et une production qui soit abordable. Donc, parmi les sources majeures d'émissions de CO2, ça a été dit également plus tôt, la production de protéines animales a un impact majeur sur notre environnement. Et en parallèle à cela, l'excès de consommation de protéines animales a des effets délétères sur la santé. Je vais vous en parler par la suite, donc notamment sur les questions d'inflammation, de cancer, dyslipidémie, maladies cardiovasculaires, diabète de type 2. De nombreuses études, de plus en plus nombreuses au fil du temps, arrivent à démontrer les liens étroits entre l'excès de consommation de protéines animales et ces pathologies et la survenue de ces pathologies.
Donc, sur le graphique de droite, pour continuer cette mise en parallèle, pour rappeler ou peut-être informer les différentes empreintes carbone des différentes productions de protéines. Donc, pour 100 grammes de protéines de bœuf, eh bien, on peut voir qu'on a une empreinte carbone qui est très, très importante, à 50 kg de CO2 équivalent. Juste ensuite, on a le porc, mais dans une mesure beaucoup moindre. Et ensuite, on a une réduction de cette empreinte. Plus on va vers le végétal, donc notamment au niveau des céréales, de la production de légumineuses, on a une empreinte carbone qui est très très basse et également une empreinte au niveau de la consommation d'eau et de l'empreinte sur la terre qui est également sur la fourchette très basse comparativement notamment à la viande. Donc une étude rapidement pour vous démontrer la continuité des études qui mettent en évidence les liens entre consommation de viande en excès et par exemple le diabète de type 2 dont la prévalence ne fait que continuer à augmenter ces dernières décennies. Donc là c'est une méta-analyse donc avec un poids assez important sur le plan scientifique qui est assez récente, qui date de 2024 et qui met en évidence en lien la survenue de diabète de type 2 et la consommation de viande. Donc, on a une cohorte d'environ 2 millions d'adultes représentés sur une vingtaine de pays et qui a comme conclusion que la consommation de viande, et en particulier de viande transformée et de viande rouge, est un facteur de risque de développer le diabète de type 2 au sein des populations. Et donc, cette confirmation met en évidence l'importance de réduire la consommation de viande dans les recommandations qui sont faites. Sur les cancers, là aussi, d'autres études, des publications via l'INSERM sur lien entre consommation de viande et cancer colorectal qui est de plus en plus documenté et qui a été du coup à l'origine d'une recommandation à la baisse par le Haut Conseil de santé publique chez nous de consommation de viande en limitant à 500 grammes par semaine et charcuterie maximum 150 grammes. Donc ça, c'était il y a déjà quelques années. Toujours en rapport avec la consommation effective, parce qu'effectivement, quand des recommandations sont faites, elles se basent aussi sur la réalité, donc pas uniquement sur les données des recherches scientifiques. Également, une corrélation avec l'incidence du cancer du sein. Donc, je vais maintenant vous parler d'une vaste étude dont certains de vous ont peut-être connu, d'une commission internationale qui s'appelle le Eat Lancet et qui travaille justement sur la modélisation de régimes sains à la fois pour la santé humaine mais également pour la planète. Donc, une alimentation saine qui doit optimiser la santé humaine, définie dans ses grandes lignes selon un état de bien-être physique complet, mental et social et non simplement comme une absence de maladie. Donc, les cibles scientifiques pour une alimentation saine sont basées sur une littérature abondante sur la nutrition, les habitudes alimentaires et les résultats pour la santé. Donc, cette étude, alors, c'est pas la seule, hein, on a beaucoup de scénarios qui sont proposés. Vous en avez peut-être entendu parler, les scénarios transition de l'ADEME, le scénario AFTER de Solagro, le Pulse Fiction de WWF, et donc, sinon, ce régime, celui qu'on appelle le régime planétaire, qui est celui qui est à l'heure actuelle pris un peu comme modèle. Et donc, ces scénarios et ces modèles convergent sur une réduction importante de la consommation de viande dans la plupart des pays occidentaux, qui serait de l'ordre de 50% pour que la France respecte ses engagements climatiques, tout en garantissant les caractéristiques de régime alimentaire sain pour la santé humaine, et donc qui se caractérise par moins de produits d'origine animale, comprenant les produits laitiers et la viande en particulier, moins d'aliments ultra transformés et plus d'aliments végétaux, c'est-à-dire de fruits et légumes, de légumineuses, de fruits à coque et de céréales complètes. Donc, un autre travail récent coproduit par le réseau Action Climat et la Société française de nutrition a également permis d'aboutir à une conclusion
pour les pays effectivement occidentaux, donc là c'était des travaux qui concernaient spécifiquement la France, que la réduction de 50% de la consommation de viande permettait à la fois voilà, de faire correspondre les attentes sur le plan environnemental, la nécessité voilà, de réduire l'impact carbone et la capacité de nourrir la population de manière adéquate et satisfaisante, et ce sans avoir recours à des produits enrichis ou à des supplémentations, ce qui me semble très important comme critère. Donc les repères en France et en Europe sur les consommations de viande, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on est aujourd'hui à 650 grammes en France. Donc vous voyez sur ce graphique qui reprend quelques pays d'Europe, mais également d'autres régions. On a l'Australie, on a la Chine. On voit qu'en France, les recommandations actuelles, elles sont quand même sur les valeurs les plus hautes, avec 650 grammes par semaine, et que dans les modélisations qui ont été faites, notamment celle du fameux régime planétaire, qui est aujourd'hui celui qui est de référence, on aurait la possibilité de réduire ces apports hebdomadaires à un niveau de 300 grammes de viande par semaine, tout type de viande compris, bovine, porc, volaille et charcuterie incluse, afin de permettre de couvrir les besoins nutritionnels tout en correspondant aux nécessités de protection de l'environnement. Donc il est indispensable que les recommandations du PNNS soient révisées de manière à prendre en compte les enjeux environnementaux en plus des enjeux de santé, comme c'est recommandé par le Conseil national de l'alimentation, le Haut Conseil pour le climat et la Convention citoyenne pour le climat. Donc les habitudes actuelles de consommation de viande en France, donc c'est des chiffres de 2022, nous serions à 85 kg par habitant, ce qui représente, si mes calculs ne sont pas erronés, 232 grammes par jour, ce qui semble effectivement quelque chose d'assez élevé. Pourtant, de plus en plus de personnes disent avoir adopté un régime flexitarien, c'est-à-dire qui réduisent volontairement leur consommation de viande sans l'exclure totalement. Mais ce décalage s'explique par la consommation cachée de viande, notamment à travers ceux présents dans les produits transformés, produits ultra transformés, les plats préparés que l'on peut manger à l'extérieur. Donc actuellement, on a également pu constater que les Français avaient diminué leur consommation de viande de bœuf et s'étaient tournés davantage vers la volaille. Donc ce régime planétaire, donc ce modèle du Eat Lancet, il se présente de cette manière sur sa modélisation. Donc une assiette santé planétaire doit comprendre en volume environ une demi-assiette de fruits et légumes. L'autre moitié exprimée en calories est constituée principalement de grains entiers, donc de céréales complètes, de protéines végétales, d'huile végétale non saturée et éventuellement de protéines animales en quantité modérée. Donc vous voyez sur le graphique la représentation en rouge pour les protéines animales qui inclut tout type de protéines animales, bœuf, agneau, porc, volaille, œufs et poissons. Donc effectivement, la part représentée, elle est assez minime par rapport à la représentation actuelle. Donc les évaluations du régime planétaire qui ont pu être faites à ce jour sur les impacts sur la santé, donc au niveau de ces équipes, ont déjà permis d'avoir des résultats qui nous indiquent que la plus grande adhésion au régime Eat Lancet allait de pair avec des risques réduits de 23% pour la mortalité toute cause, de 14% pour la mortalité cardiovasculaire, 10% pour la mortalité par cancer, 47% pour la mortalité respiratoire et 28% pour la mortalité liée à des maladies neurodégénératives. Donc de la même manière, pour ceux qui connaissent les principes de l'alimentation méditerranéenne, donc il y a un modèle alimentaire qui est connu depuis beaucoup plus de temps. Là, celui-ci date de 2011. Nous avions déjà des données qui étaient assez similaires. Vous voyez sur cette pyramide, tout là-haut, on a parmi les produits à consommer chaque semaine, des aliments apportant des protéines et des nutriments qu'il n'est pas recommandé de manger plus de 2 fois par semaine, s'agissant de viande rouge, volaille, poisson, fruits de mer. En parallèle avec les aliments apportant des protéines et nutriments que l'on peut consommer plus régulièrement, s'agissant des légumes secs, donc pois chiches, haricots secs, lentilles, œufs, jusqu'à 4 par semaine, par exemple. Donc, qui rejoint complètement les données des travaux du Eat Lancet plus actuels. Donc avec une consommation toujours d'aliments santé représentés par la famille des fruits et des légumes et des produits céréaliers complets comme groupe d'aliments à consommer à chaque repas.
Donc, sans transition, je vais maintenant aborder, toujours sur l'approche de la santé environnementale, la question des perturbateurs endocriniens, qui est une préoccupation croissante de santé publique. Donc, ces perturbateurs endocriniens sont des substances qui interfèrent avec nos hormones, en modifiant leur production, les empêchant d'agir ou en s'y substituant. Les conséquences sur notre organisme sont nombreuses, notamment sur la fertilité, la thyroïde, les cancers, et les sources d'exposition sont multiples, et notamment l'alimentation est un vecteur majeur. Donc, la particularité des perturbateurs endocriniens réside notamment sur son mode d'action, qui est un peu différent de ce qu'on peut avoir l'habitude en toxicologie, notamment sur le fait que la dose fait le poison. À savoir que là, on peut avoir des impacts sur la santé des personnes exposées à des doses très infimes, à des doses infinitésimales, et qu'on va avoir également des effets cocktails qui ont difficilement la possibilité d'être mis en exergue. On a des effets cumulatifs, des effets différés, ce qui pose donc le problème de la survenue des pathologies à distance et qui crée donc beaucoup de confusion sur les liens que l'on peut retrouver. Donc des effets également épigénétiques et transgénérationnels. Donc ces perturbateurs endocriniens, comme il était dit sur la précédente diapo, donc on les retrouve beaucoup dans les additifs alimentaires, les conservateurs, des antibactériens. On les retrouve également dans les produits des plastiques comme les bisphénols, bien que le bisphénol A ait été interdit depuis quelques années. D'autres bisphénols l'ont remplacé, des bisphénols S et des bisphénols F notamment, et on commence à avoir des études aujourd'hui qui démontrent qu'ils ont les mêmes effets de perturbateurs endocriniens. Donc les bisphénols dans les plastiques, malheureusement, ils sont toujours présents. Donc j'avance un petit peu pour vous proposer un petit document de prévention qui est travaillé par notre association en partenariat avec les URPS des médecins libéraux dans notre région, où on met en lien les différentes pathologies sur lesquelles nous avons des éléments de preuves scientifiques de lien avec la santé et les différentes sources et des recommandations pour pouvoir essayer de se protéger sur les différents secteurs de notre environnement dans lesquels ces perturbateurs endocriniens peuvent se retrouver. Donc, par exemple, en ce qui concerne l'alimentation, l'usage du plastique en restauration collective, je ne vais pas m'éterniser parce que ça a été évoqué pas mal par les précédents intervenants. Donc, effectivement, la réduction permettra évidemment à la fois de correspondre à la réduction de la production de plastique et notamment du plastique à usage unique et éviter l'exposition des usagers à ces perturbateurs endocriniens qu'on retrouve en particulier lorsque les plats sont chauffés dans ces barquettes plastiques où les migrations de substances sont facilitées. Donc les textes aujourd'hui, par exemple, donc la loi AGEC, pareil, je n'y reviendrai pas puisque ça a été évoqué plus tôt, mais plutôt mettre en avant une étude qui a été publiée en 2020 qui démontrait qu'un bébé de 12 mois avale chaque jour en moyenne 1,5 million de microplastiques, notamment en raison de la migration du polypropylène des biberons dans le lait contenu à l'intérieur. Donc avec les objectifs qui ont été cités plus tôt de réduction des emballages plastiques, je n'y reviendrai pas. Donc un focus pour terminer cette présentation quasiment sur l'agriculture biologique et son intérêt. Donc l'intérêt sur l'environnement, il est aujourd'hui bien documenté, principalement l'interdiction d'utilisation d'intrants chimiques de synthèse dans la production agricole, ce qui permet d'obtenir des avantages au niveau nutritionnel, au niveau de la densité nutritionnelle, donc avec des aliments qui vont permettre d'être moins sujet à ce qu'on y retrouve des résidus de pesticides de synthèse et également une densité nutritionnelle plus élevée, donc une richesse en fer, en magnésium, en zinc, en vitamines, en antioxydants plus importante et également en oméga 3 dans les produits d'origine animale, plus importante dans les aliments issus de l'agriculture biologique. Donc également dans l'utilisation des aliments complets en agriculture biologique,
un petit focus sur le fait que lorsqu'on propose du pain complet pour améliorer les propositions nutritionnelles pour enrichir la teneur en fibres de l'alimentation en restauration collective, mieux vaut choisir des aliments complets biologiques pour justement réduire encore plus cette exposition aux pesticides étant donné les fortes teneurs dans les aliments complets. Donc, une dernière diapositive sur l'association transversale entre la part de bio dans l'alimentation et le syndrome métabolique. Donc là aussi, des études, la cohorte BioNutrinet, je ne sais pas si vous connaissez pour certains parmi vous, parmi les soignants peut-être. Donc un lien potentiel entre les expositions aux pesticides et l'insulinorésistance et le diabète de type 2 a pu être mis en évidence. Et on sait aujourd'hui voilà, que l'agriculture biologique peut en partie réduire la prévalence de ces pathologies. Donc, si on met en perspective avec les recommandations du plan national nutrition santé actuel, on voit que quand même, même si ça manque de précision, on avait déjà depuis 2019 des recommandations qui allaient dans le sens dans lequel nous essayons d'aller aujourd'hui, à savoir augmenter la consommation d'aliments végétaux tels que les fruits et les légumes secs apportant des protéines végétales de bonne qualité et les fruits à coque. Avec une recommandation d'aller vers le complet et d'aller vers l'alimentation bio et une recommandation de réduire la viande, que ce soit porc, bœuf, veau, mouton, agneau et abat, et la charcuterie également. Donc le PNNS, dès 2019, a orienté les recommandations vers ces pratiques. Donc pour terminer et passer la main à l'intervenant suivant, un petit rappel sur la question de ce concept One Health, en français une seule santé, qui nous rappelle qu'il existe des liens absolument indéfectibles entre l'état de la santé de l'humain, la santé de notre planète, la santé de l'environnement et la santé des animaux. Des maladies infectieuses humaines ont une origine animale, 60% d'entre elles. L'émergence de micro-organismes résistants aux antibiotiques est un facteur de plus en plus inquiétant dans le monde de la santé. 20% des pertes de la production animale mondiale sont liées aux maladies animales. 75% des espèces végétales cultivées ont besoin d'être pollinisées. La déforestation accroît le risque d'exposition des humains et des élevages à de nouveaux pathogènes. Les maladies et les ravageurs causeraient jusqu'à 40% des pertes des cultures vivrières. La santé de l'environnement et les régimes alimentaires impactent la santé humaine et les activités humaines entraînent une contamination de l'environnement par des substances toxiques. Et je terminerai sur l'actualité, cette épizootie de dermatose nodulaire bovine dont vous entendez beaucoup parler dans votre région et qui souligne une fois de plus les liens entre environnement et santé, sachant qu'il s'agit d'une maladie vectorielle qui est transmise d'un animal à l'autre par des mouches et des tans et dont la présence est très en lien avec le réchauffement climatique. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe la main à l'intervenant suivant avec quelques questions peut-être auparavant. Merci beaucoup, Corinne. Alors, je ne vois pas de questions posées dans le canal, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser vos coordonnées pour que les participants puissent éventuellement vous contacter ultérieurement. Merci en tout cas pour cette présentation très, très intéressante et très riche. Je vous propose maintenant, pour terminer ce webinaire, une mise en lumière de la dimension sociale et humaine de l'alimentation au travers d'une réflexion de fond proposée par Laurent Vizier, qui est sociologue, professeur des universités, directeur du département de sciences humaines et sociales à la faculté de médecine de Montpellier, co-auteur et réalisateur de l'ouvrage documentaire Les cuisines de la nation. Et je laisse Corinne, si tu veux bien arrêter le partage. Merci. Merci. Vous m'entendez? Parce que je suis à l'étranger, je ne sais pas si ça passe. Oui, parfaitement. On vous entend très bien et on vous voit. Très bien. Bon, il n'y a pas de présentation. Je vais faire quelques remarques simplement à propos de ce que j'ai entendu et par rapport au travail qui est le nôtre. Donc, comme vous l'avez dit, je suis sociologue, je suis universitaire. Donc, on a fait une grande enquête de 4 ans non pas sur les établissements médico-sociaux ni sur les hôpitaux. Malheureusement, celle-ci reste à faire. On s'y lancera peut-être bientôt. Mais sur les cantines scolaires.
française, donc entre 2020 et 2024, qui a donné lieu, vous l'avez dit, à un ouvrage qui s'appelle Les cuisines de la nation, et aussi un documentaire. Je pense que je vous ai donné le lien pour le documentaire, vous pouvez le faire passer si les gens Oui, tout à fait. veulent le visionner, hein. C'est un documentaire de 52 minutes, c'est peut-être plus accessible que le livre, hein. Voilà. Alors, on est sur quelque chose de très parallèle entre les cantines scolaires et ce qui est notre sujet ici. Cette question d'alimentation collective et d'alimentation collective à des populations qui sont en quelque sorte, ne le prenez pas ça mal, c'est simplement imagé, qui sont captives en gros d'une emprise institutionnelle. Alors, moi, ce que j'ai envie de rajouter à ce que j'ai entendu, qui était très, très intéressant et très pertinent en de nombreux points, c'est d'abord une dimension historique. Certains d'entre vous, alors là, je vois pas les têtes, donc je connais pas vos âges, mais certains d'entre vous sont peut-être suffisamment âgés pour avoir connu des cantines ou des cuisines dans les établissements qui étaient des cuisines qui n'étaient pas sur le mode de ce qui est devenu aujourd'hui le modèle dominant, qui est celui des cuisines centrales. En gros, dans le monde scolaire, ça se passe comme ça, et dans le monde médico-social, finalement, c'est à peu près le même schéma, même s'il y a quelques années d'écart. C'est jusqu'aux années 80, il y a une cuisine dans chaque établissement. Et on fait la cuisine pour les patients, pour les pensionnaires ou pour les élèves. Et à partir des années 80, tout ce modèle-là va être complètement bousculé. Et on va rentrer dans un modèle qui est globalement celui des cuisines centrales, c'est-à-dire qu'on va externaliser la cuisine. Alors externaliser, ça veut dire deux choses différentes. Il en a été question tout à l'heure. Ça peut vouloir dire externaliser au sens où on prend des acteurs externes, et notamment des acteurs privés. Ce n'est pas un hasard, ces années-là. Sodexo est créé en 1965 à Marseille. C'est quand même une spécialité française, il faut le dire. On dit toujours que la spécialité française, c'est la gastronomie, mais la vraie spécialité française, c'est l'agroalimentaire et la restauration collective faite sur un mode quasi industriel. Ça, c'est vraiment notre particularité. Et on a réussi à inonder à peu près toutes les institutions de ça en disant, c'est comme ça qu'il est bien de manger. Ça, c'est le moment des années 80 ou 90. Donc c'est à la fois lointain, mais pas si lointain que ça. Et ce mouvement-là, il marque une forme d'industrialisation de la cuisine. Même quand on le dit avec des mots très, très gentils, très aimables. Mais enfin, faire de la cuisine dans une cuisine centrale, c'est pas la même chose que faire la cuisine dans une cuisine qui est sur place. Donc l'opposition essentielle que nous, on a constatée dans notre travail d'enquête, il n'est pas tellement entre privé et public, externalisation au sens acteur privé, puisque dans un deuxième temps, il y a beaucoup d'acteurs publics qui ont repris leur cuisine, mais en la faisant sur le même mode, ce qu'avait fait le privé. Alors ce qui est intéressant, c'est comment ce mouvement s'est établi. Eh ben, ce mouvement, il s'est passé d'abord au nom de la santé. C'est ça qui est quand même extraordinaire quand on le regarde vu d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important de se dire qu'il se passe plein de choses positives aujourd'hui, mais que parfois un regard historique va nous aider. Au niveau de la santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a dit on va mettre des cuisines centrales pour éviter les toxi-infections, hein, pour éviter les TIAC. Il n'y a rien qui faisait plus peur à un maire d'une ville que d'avoir une infection dans une cantine. Donc le risque sanitaire qu'on a désigné à l'époque, c'est celui de ces infections alimentaires. On est incapable de dire aujourd'hui s'il y en a moins aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque, mais ça c'est une autre question, c'est une question de santé publique, une question épidémiologique. Mais en tout cas, c'est important de regarder ça. Pourquoi? Pourquoi ça nous dit quelque chose sur aujourd'hui? C'est que ce qui a fait qu'on a changé de modèle d'alimentation, c'est ce risque-là. Or, aujourd'hui, le risque alimentaire, il n'est plus celui-là. On vient d'en parler. Le risque alimentaire, le risque de toxi-infection, il est dérisoire. En revanche, le risque de surpoids, d'obésité, de diabète type 2, de maladies cardiovasculaires, de cancer, etc., il est évidemment gigantesque et l'intervention précédente l'a rappelé. Donc on a changé de modèle au nom d'un risque qui n'est en fait pas le risque qui nous intéresse aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant de prendre ça. Deuxième point, c'est celui de la nutrition. Parce que ce changement qui nous a amené vers ces cuisines centrales, c'est un changement qui s'est appuyé sur l'idée de la diététique.
Et le GEMRCN, dont on a parlé tout à l'heure, il est directement issu de ça. On a produit des grammages. Alors, le GEMRCN, c'est une longue histoire extrêmement intéressante. Si ça vous passionne, vous pouvez aller voir dans le livre, mais c'est une histoire assez incroyable parce que le GEMRCN, c'est un groupement de marché. Ça n'a rien d'une instance sanitaire, mais on a fait passer ça pour une instance sanitaire. Et d'ailleurs, tout le monde aujourd'hui s'en réfère au GEMRCN, qui au passage n'existe plus. Donc c'est une espèce d'injonction paradoxale, curieuse aujourd'hui, qui est de dire je suis conforme au GEMRCN. Quand on regarde l'évolution des normes du GEMRCN, elles sont absolument incroyables. En gros, le GEMRCN, il a poussé à manger plus de viande, plus de lait, et voire plus de sucre. C'est absolument extraordinaire. Alors le sucre, c'est encore une affaire particulière, puisque, je ne sais pas si vous faites ça dans vos institutions, mais il y a un truc auquel souvent les Français tiennent beaucoup, c'est la semaine du goût. Alors la semaine du goût, ça a été inventé par la filière sucrière. Faut le savoir. Alors ça ne veut pas dire que c'est mal de s'occuper de la semaine du goût, mais enfin, il s'agit d'une manière de faire passer des choses un peu curieusement. Donc autour du GEMRCN, quand on étudie ça sur une quinzaine d'années, on voit qu'il y a 3 grosses filières qui comptent, la viande, le lait, parce que là on n'a pas du tout parlé du lait, les Français sont dans les plus gros consommateurs mondiaux de lait, et on continue à dire qu'il faut absolument boire le plus de lait possible en France, ce qui est une aberration. Enfin, je veux dire, ceux qui boivent le moins de lait pour des raisons par ailleurs physiologiques, c'est les Japonais, c'est ceux qui vivent le plus longtemps au monde. Mais enfin, on continue à avoir cette espèce de légende urbaine qui est que si les enfants buvaient pas assez de lait, ou s'ils prenaient pas leur petit déjeuner, ça c'est une invention de Cornflakes, eh ben, ça irait mal. Donc, vous voyez, j'essaie de résumer très rapidement, de donner quelques éléments comme ça très rapides pour dire que, en fait, le modèle dans lequel nous nous situons aujourd'hui, très largement, il est dominant, mais il n'est pas universel, parce qu'il y a des cuisines qui sont restées sur place. Le modèle dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un modèle qui, je dirais, parallèlement à ce qui est la constitution de ce qu'on appelle l'agriculture intensive, qui a fait disparaître et diminuer par 5 le nombre de paysans en 40 ans, eh ben, le mouvement de ce qu'on peut appeler de la cuisine intensive, c'est un mouvement qui a fait disparaître les cuisines et les cuisiniers, pour en avoir le moins possible, c'est-à-dire de pouvoir avoir un cuisinier qui fait à manger pour 2000 personnes, 5000 personnes, 10 000 personnes, 20 000 personnes aujourd'hui dans certaines cuisines centrales. Puisque là, on suit des villes qui construisent aujourd'hui des cuisines centrales qui vont faire 20 000 repas jour. Alors au passage, je suis peut-être un peu radical en vous proposant ça, mais c'est pour vous amener un peu une envie de penser à ces questions et de façon peut-être un peu critique. Au passage, on va entendre des termes qui sont assez étonnants aujourd'hui, comme celui de fait maison. On a entendu à plusieurs reprises, d'ailleurs, à l'instant, hein, je l'ai entendu plusieurs fois. La loi de 2014, la loi Delga, interdit de mentionner le terme fait maison pour une cuisine centrale. C'est-à-dire que fait maison, ça veut dire fait dans un endroit dans lequel on va livrer la cuisine. Ça veut dire une cuisine. Alors, oui, en même temps que je parle, je vois évidemment la conversation hein, qui me dit que le GEMRCN, c'est encore un truc super important et que quand même, j'exagère un peu de faire la critique de ce lieu. Ça vous étonnera peut-être venu de la fac de médecine, mais allez voir un peu, vous verrez comment cette constitution. Alors, le GEMRCN, j'y reviens quand même. Le GEMRCN, j'y reviens quand même. Il a été probablement le plus gros facteur de consommation de viande. Or, aujourd'hui, heureusement, on est en train de revenir sur ces questions. Hein. On a parlé de Eat Lancet, etc. Donc, ces choses qui sont très importantes, qui nous disent finalement la manière dont on a finalement valorisé ces consommations, aujourd'hui, elle est globalement remise en cause. Et par exemple, sur la question du gaspillage, on voit bien comment le gaspillage, il est d'abord, je dirais, une action vis-à-vis d'une production de grammage trop important. La notion même de grammage pose problème, et je voudrais finir là-dessus. La cuisine, ce n'est pas qu'une question de ce qu'il y a dans l'assiette, c'est une question de ce qui se passe autour de l'assiette. Et là, je fais mon boulot de sociologue. La cuisine, c'est un lien. Donc, on peut faire la meilleure assiette qui soit, et beaucoup de gens s'y emploient, et des professionnels qui sont ici, j'imagine, font un travail extraordinaire pour avancer là-dessus. Simplement, je dirais que peut-être l'enjeu essentiel, quand on va manger quelque part, et encore plus en restauration collective dans lequel on est captif, c'est de se dire,
des questions aussi bêtes que est-ce qu'il y a des odeurs? C'est-à-dire, est-ce que la cuisine a été faite là? Est-ce que je connais le cuisinier? Ou la personne qui m'a servi à manger n'est pas seulement quelqu'un qui livre un plat, plastique ou pas, mais aussi quelqu'un qui a un lien avec ce qui s'est fait. Autrement dit, la cuisine, c'est une affaire qui va du producteur, de l'agriculteur, bien sûr, à celui qui l'élabore, le cuisinier, jusqu'au mangeur. Et quand on enlève ce lien, ce qu'on a fait dans plein d'endroits, aussi bien à l'école que dans des établissements médico-sociaux, évidemment, on le voit, ça pose problème. Je veux finir juste sur un point, ça durera 1 minute, pour expliquer peut-être une distinction. Moi, je suis prof. Donc, dans ma vie, je rencontre des étudiants et je leur parle. Et ça, c'est ce que j'appelle, c'est l'équivalent de la cuisine sur place. C'est-à-dire que ceux qui font et ceux qui écoutent sont au même endroit dans le même temps. Maintenant, quand on est dans un webinaire comme nous sommes ici, nous sommes à l'équivalent d'une liaison chaude. Une liaison chaude, c'est quoi? C'est que vous êtes là en même temps que moi, mais dans un espace séparé. C'est comme quand la cuisine est faite le matin et livrée, mais dans un autre lieu. Et puis la liaison froide, et la cuisine centrale est le modèle dominant aujourd'hui, c'est pas le webinaire, c'est le MOOC. Le MOOC, c'est le prof enregistre et les étudiants ou ceux qui écoutent vont écouter dans un autre lieu et dans un autre temps. Ce qui s'est passé dans cette question de cuisine et qui, me semble-t-il, est vraiment intéressant aujourd'hui, et aujourd'hui plein de gens essayent de poser des questions là-dessus, c'est cette question de séparation. Séparation spatiale et séparation temporelle. En termes de soins, en termes de production, je dirais, de l'attention, ce qui va être déterminant, c'est la capacité à lutter contre ces séparations. Séparations qui sont à la fois spatiales et à la fois temporelles. C'est pour ça que je me permets de prôner, je vous ai fait un topo un petit peu radical, une réflexion qui se pose la question non seulement de quel est le contenu et le grammage de ce qu'il y a dans l'assiette, et c'est évidemment essentiel. Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est bon pour la planète? Mais aussi, est-ce que c'est bon pour les individus et pour leurs relations les uns avec les autres? Aujourd'hui, les questions du lien social sont déterminantes. Je suis sûr que vous êtes bien persuadés en regardant autour de vous ce qui se passe. Vous dites le monde ne va pas très bien. Eh ben, c'est sûrement par la nourriture que tout ça pourra reprendre une tournure différente. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Vizier, pour cette intervention très éclairante sur votre analyse de tous les échanges qu'il y a eu aujourd'hui et sur votre travail au long cours sur ce sujet. J'espère que ces interventions vous auront apporté les clés nécessaires pour aller plus loin dans vos structures. J'espère que ces échanges vous auront intéressé, vous auront permis de trouver les clés qu'il vous manquait et de vous inspirer. Et avant de vous laisser, pour conclure ce temps d'échange, je vais donner la parole à notre partenaire de la DRAF Occitanie, Donald Lecomte, qui est chargé de mission alimentation durable. Et Donald, ce sera vraiment le mot de la fin. Tu as 2 minutes pour terminer ce webinaire en beauté. J'ai fini par un mot de latin parce que en latin, esse, c'est le verbe être, mais c'est aussi manger. Voilà, donc c'est être et manger ont un lien. Donc c'est intéressant par rapport aux propos notamment de Laurent Vizier et de tout ce qui a été dit avant. Bon, je terminerai. Je veux les remercier vraiment vivement. Donc Nathalie, Émilie, Laurent et Corinne pour leurs interventions. Et puis la personne, non, je crois, et Laurent Morelière aussi du JP Demande. Voilà, donc je voulais remercier toutes ces personnes qui se sont fortement impliquées dans l'organisation de ce webinaire que nous avons travaillé avec l'ARS. Enfin, c'est surtout Émilie qui a travaillé, donc je lui tire mon chapeau. Et je voulais juste parler un petit peu de choses plaisantes comme le fait qu'on a eu un appel à projet restauration collective coporté avec l'ARS, entre autres, qui a donné lieu à 20 lauréats, dont il m'a semblé en reconnaître certains dans le webinaire. Donc, je suis content qu'ils puissent participer et j'espère qu'ils auront appris des choses qui les aideront dans la mise en œuvre des projets que nous soutenons. Il y a 20 projets soutenus actuellement. Et puis, j'espère aussi que, en parallèle, vous n'oubliez pas que le 12 janvier commence la campagne de télédéclaration dans ma cantine. Et c'est important de penser aussi à cela parce que la télédéclaration, c'est le thermomètre
qui vous permettra justement d'avancer, de progresser, de voir où vous en êtes, que ce soit dans vos approvisionnements, mais aussi dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, dans la mise en œuvre de la substitution des plastiques, du menu végétarien, de la diversification des protéines, etc. Puisque c'est toutes sortes, tous ces items sont à renseigner lorsqu'on fait sa télédéclaration. Et c'est quand même pratique pour vous, déjà, de savoir où vous en êtes, mais aussi pour les opérateurs publics comme nous, pour les administrations qui vous accompagnent comme nous, de savoir où on en est globalement, et peut-être quels sont les secteurs géographiques ou les secteurs de métiers qui ont plus ou moins de difficultés à mettre en œuvre telle ou telle partie de la loi Egalim et des lois qui sont corrélées. Donc, je vous rappelle, ma cantine, c'est important d'y penser. Ce n'est pas qu'une contrainte, c'est surtout un espace aussi de beaucoup de documentation. Voilà. J'espère que j'ai été bref. Merci beaucoup, merci à tous. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée, une très belle fin d'année. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.